Bonjour, moi c'est Rodolphe Margot, je travaille avec Xeria, comme je vous décrit à l'instant un peu avec Xeria. Cette conférence elle s'adresse pas forcément à des personnes qui sont déjà très à l'aise avec le software ingénierie en général, etc. Ça s'adresse plutôt à des personnes qui ont peu participants de Hackathon. L'objectif c'est que les participants puissent se rendre compte un peu de ce que ça peut impliquer derrière le software ingénierie, l'architecture logicielle, pourquoi quand on est data scientist ça peut être intéressant de se rendre compte de certaines choses, et vice versa aussi quand on est développeur ou on fait de la partie développement de la R&D, pourquoi ça peut être intéressant de se rendre compte un peu de cette dynamique, cet échange entre les deux. Donc je vais essayer de vous parler un peu de comment ça se passe quand on essaie de passer du script qu'un docteur par exemple peut faire à un moment donné, etc., pour régler un problème et pour faire un prototype de quelque chose, à quelque chose d'un peu plus industriel, à un framework. C'est un peu un gros mot, mais voilà, quelque chose de plus structuré, plus modularisé. D'abord, je vais vous parler un peu du contexte de tout ça, comment un peu ces différentes dynamiques de recherche, de développement, etc. Et on va rentrer un peu dans la partie organisation et dans la partie industrialisation, toutes les deux un peu des techniques, pour essayer de voir comment on peut commencer un peu à ranger les choses et à faire en sorte qu'elles soient plus faciles à derrière communiquer, pour que la recherche puisse plus facilement filer la balle au développement, etc. sur certains sujets. Et d'ailleurs, je vais parler un peu de sur quoi ça peut permettre de déboucher, et vous aurez aussi une slide de quelques ressources qui peuvent être intéressantes pour vous préparer un peu d'ailleurs au hackathon, voilà, si ça vous intéresse un peu ce sujet. Pour ce qui est de la partie du contexte, on va commencer par le R de la recherche et développement. Donc encore une fois, c'est assez global un peu comme point de vue, mais la recherche et développement, l'idée c'est de, à partir d'une connaissance nouvelle qu'on va venir créer, c'est d'essayer de l'intégrer dans un produit qu'on essaye de vendre ou qu'on essaye d'aligner avec un marché ou une activité client. Donc souvent la recherche, ça se découpe en ces différentes parties. On va d'abord identifier le problème. L'idée c'est de faire un peu l'état de l'art de la littérature scientifique sur laquelle on s'intéresse et essayer de décrire comment on va être capable d'être critique vis-à-vis du problème. Donc ça c'est la partie de la formulation des hypothèses, c'est comment on va pouvoir tester si ce qu'on pense du problème est vrai ou non, etc. Donc comment on va mettre en place ça. Et derrière c'est la mise en place du protocole, pouvoir le réaliser, en tirer des résultats et éventuellement boucler un peu sur ce cycle-là, ça peut être un cycle. Voilà. Je ne vais pas trop me pencher sur l'un ou l'autre pour l'instant. L'idée du développement derrière, c'est un peu une chose, c'est qu'on part de la cahier de charge, donc un besoin client, une activité, quelque chose. Et on va partir sur essayer de conceptualiser et réaliser le produit. On peut le faire en plusieurs étapes. Et on va partir après derrière sur plusieurs phases où on va affiner dans les phases d'industrialisation de ce produit-là, le mettre à l'échelle par exemple, ou des choses comme ça. Donc ces deux mondes sont assez hermétiques, on va dire. Souvent ce ne sont pas du tout les mêmes équipes qui travaillent sur l'un et sur l'autre. Et donc ce qui se passe, c'est que la partie développement, c'est le fait de réaliser la connaissance qu'on a créée précédemment. Et donc pour ça, ça passe par usuellement la formulation mathématique en premier lieu et le passage nécessaire par de l'algorithmie. L'algorithmie qui est essayer de produire, enfin de reformuler ces problématiques mathématiques en instructions simples pour qu'on puisse l'intégrer et de l'exécuter en fait, voilà, la réaliser. Qu'elle puisse exister, il faut passer par cette étape d'algorithmie. Et donc, enfin, on a l'implémentation dans du code. À la fin, c'est du code qui va être déployé quelque part, qui va tourner. Et donc, il faut être capable de faire passer le wagon dans ces trois compartiments. Et souvent, c'est assez difficile parce que ce qui se passe, c'est que entre la partie formulation mathématique et la partie il y a du code qui tourne, il y a une communication entre deux équipes qui doivent se faire, qui doivent être assez lisses. Et on en parlait tout à l'heure, mais souvent il y a un clash de culture qui se passe à ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du problème du double langage, si ça vous parle, peut-être ce sujet-là. C'est le fait que très souvent, dans les sujets de R&D, on va faire la recherche en Python et le développement en C, par exemple, enfin,
Et on se retrouve à avoir non seulement un problème de culture qui est différent, mais un problème de pratique, de développement, de compréhension de comment fonctionne le système d'information très très différent. Et donc c'est un peu ce que je présente ici, c'est pas une image de pas. Et on a un peu là, cette différence entre la partie on va dire des scientifiques, c'est des gros mots, hein, tout ça, c'est vraiment pour faire des grosses illustrations, mais la partie des scientifiques qui vont plutôt s'intéresser à ok, j'ai pas trop envie de développer, comment je peux faire pour que ça marche assez rapidement, prouver que, et démontrer que ce que je veux, ça fonctionne bien, correctement. Et la partie développeur, ok, maintenant je veux pouvoir faire un produit avec ça, donc j'ai besoin de comprendre ce que le scientifique me file et comment on peut en faire un produit, le mettre à l'échelle, et que ça soit maintenable et que les gens puissent comprendre ce qui est en train de se passer. Donc entre les deux, il y a la partie de la notion d'algorithmique dont j'ai parlé précédemment. Et ce qui se passe, c'est qu'il va falloir passer de la formulation mathématique qui est à gauche à quelque chose, en sorte de pseudo-algorithme à droite. Ça vous parle un peu tout le monde, je pense, ce genre de sujet. Non. Ce qui va se passer, c'est qu'on peut se retrouver avec plusieurs déjà algorithmes qui correspondent à une formulation mathématique, et derrière, plusieurs implémentations, une infinité d'implémentations de code possibles pour des algorithmes donnés. Donc ça commence à créer un peu de flou à plusieurs niveaux, d'autant plus que l'implémentation logicielle que vous allez mettre en place, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont cachées derrière. Pas forcément pour être en maîtrise de ce qui se passe, tant l'implémentation logicielle et matérielle. Et je vais vous exposer un peu plus tard quelles implications ça peut avoir. On va se retrouver par exemple avec des sujets de nombre à virgule, puisque ça vous parle un peu de nombre à virgule et quelles sont leurs limites dans l'implémentation algorithmique. Et par exemple, si vous imaginez accumuler des nombres à virgule dans une liste ou quelque chose en faisant un calcul dessus, vous allez très vite vous retrouver à diverger en fait de la réalité, de votre formulation mathématique, parce que vous allez accumuler de l'erreur. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres de pourquoi l'algorithmie nous éloigne un petit peu de la formulation mathématique de notre problème initial. Et voilà, c'est juste la réalité de l'exécution de ces calculs-là. Donc on a des sujets par exemple de tolérance aussi, si vous avez déjà fait un peu d'intelligence artificielle, il y a des notions d'epsilon. Epsilon, l'idée c'est d'éviter de se retrouver à avoir un zéro quelque part, qu'on ne saura pas traiter, notamment souvent dû à cause de l'imprécision. Quand on se rapproche du zéro, on risque de tomber sur zéro, si on tombe sur zéro, tout s'écroule. Donc on a un peu ce genre de sujet. Epsilon, c'est souvent une valeur très très faible qu'on ajoute dans un calcul qui peut tendre vers zéro. Voilà. Et ça permet d'éviter que tout s'effondre, mais c'est des choses à savoir. Du coup, il y a des tolérances, il y a des seuils, il y a des choses qu'on considère comme autour de zéro et qu'on ne pas jamais. Et on a des implémentations qui sont très spécifiques à des langages. Là, je ne sais pas si ça vous parle, j'ai déjà fait le test, mais en Python, si vous écrivez A égale 256 et B égale 256, A is B, c'est vrai. Et si vous écrivez A égale 257 et B égale 257, A is B, c'est faux. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, Python, il indexe tous les nombres, il alloue déjà, il préalloue tous les nombres entre 0 et 256. Et en fait, comme ils sont tous une adresse mémoire, is compare les adresses mémoire et c'est bon dans un cas et c'est faux dans l'autre cas, parce que pour 257, il a alloué deux variables différentes. C'est important, je pense, de parler un peu de ce genre de choses, parce que quand on est dans la séance, on se rend moins compte de ce qui peut se passer, des a priori que les développeurs ont pu faire quand ils ont réalisé les outils. Et en fait, il y a toujours des a priori partout qui sont un peu cachés. C'est un peu un champ de dans lequel on ne sait pas où on peut se balader, mais voilà, ça peut être intéressant de se rendre compte de ce genre de choses. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, on a un algorithme qui est implémenté en code, qui ne ressemble plus à notre formulation mathématique initiale, ou en tout cas qui commence à s'en éloigner au début. Il peut être intéressant d'essayer de se poser un peu la question autour de ça. Comment on fait attention à ça, comment on en a conscience, et comment on peut travailler avec d'autres équipes qui en ont un peu plus conscience aussi. Et voilà, comment on peut créer faciliter ces différents échanges. Donc voilà, pour faire un peu la somme de tout ça, on se retrouve à essayer de structurer, en fait, d'organiser la façon dont on va régler le problème, notre démarche. N'hésitez pas à m'interrompre, surtout si vous avez besoin d'échanger sur un sujet.
Donc l'idée, par exemple, ça peut être de découper au maximum ces formulations mathématiques pour essayer de les adresser, enfin de régler le problème petit bout par petit bout avant d'arriver sur quelque chose de global, et surtout d'avoir un peu une vision un peu globale de ce qu'on cherche à régler. L'idée, c'est d'essayer de voir un peu les choses comme des modules. En développement, on a peut-être un peu plus l'habitude de le faire, mais d'essayer de manipuler des briques où leur champ d'action est assez restreint, pour éviter de se retrouver avec, je vais aller un peu plus en détail tout à l'heure, mais de se retrouver avec des bavures un peu partout dans notre code ou dans notre projet, parce qu'en fait, on a un peu tout lié ensemble et on n'arrive pas à se démêler. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'essayer de transformer un script en un produit, c'est pas forcément évident. Parce qu'on s'est beaucoup emmêlé souvent dans le passage, et parce qu'on s'est dit on va faire un script facile, efficace, rapide, puis souvent il faut créer un produit, des fois c'est complexe. Donc pour essayer de l'organisation, déjà, juste si on aborde un peu le sujet au sens organisation du terme, essayer de ranger les choses, on peut faire pas mal de choses. Donc sur un script, ça peut être, qui est souvent en fait, quand on a une idée d'algorithme, on va d'abord souvent réaliser un script. Le problème, c'est que c'est souvent assez difficile à lire. Si vous êtes déjà revenu sur un script que vous avez écrit il y a 3 ans, c'est pas forcément évident de se rendre compte tout de suite ce qui est en train de ce que vous avez fait. Il faut aussi très très bien l'organiser, ce qui est possible. Et souvent, ce qui se passe, c'est que si on imagine que c'est dur pour nous d'y revenir plus tard, c'est dur pour l'envoyer à d'autres personnes, donc c'est dur pour travailler avec d'autres personnes. Et donc, il est souvent assez difficile d'identifier aussi la part de votre script qui joue un rôle dans la résolution de votre problème. Vous voulez régler un problème, vous essayez de faire un script avec ça. Ok, c'est quelle partie exactement de ton script que je dois utiliser pour mettre dans mon produit? C'est pas forcément évident tout de suite de simuler où est-ce que ça se passe. Donc l'idée, c'est de faire des groupes. Donc on va essayer de compartimenter. Pour ça, il y a des choses qui sont super pratiques. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, on peut faire il y a déjà des templates qui existent. Donc, je vais vous donner un exemple du template tout à l'heure. Ça va permettre déjà de commencer à grouper beaucoup de choses et d'avoir d'un côté les scripts que vous essayez de réaliser et de l'autre côté commencer à ranger tout votre code source, des choses que vous utilisez souvent, des librairies par exemple où vous êtes data scientist, donc vous voulez afficher des choses. Vous commencez à vous créer des fonctions pour afficher des choses plutôt que de les réécrire à chaque fois. Donc en fait, utiliser ce genre de template, ça vous permet d'accumuler vos fonctions que vous utilisez, vos modules que vous utilisez souvent, et de capitaliser là-dessus plutôt que d'avoir besoin de tout refaire à chaque fois. Ça va donner aussi à entretenir des librairies qui sont assez spécifiques. L'idée, surtout, c'est d'éviter d'avoir trop d'opérations humaines à faire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un faire 100 fois la même tâche à la main. Il y a des individus qui se retrouvent dans ce genre de cas. Si on est un peu à l'aise avec le développement, on se soulage tout de suite d'un grand problème quand on arrive à automatiser ce genre de tâches, surtout que souvent, faire une tâche à la main, ça implique une charge cognitive, donc il faut se rappeler que à chaque fois que je fais ça, il faut que ça matche avec ça, il faut que ça fonctionne, donc se tromper, ça va tout de suite invalider tous nos résultats, donc c'est toujours un risque, autant s'épargner cette partie-là. Donc ce qui va se passer, c'est que par exemple, sur l'idée du template de projet, une proposition que j'ai trouvée sur GitHub, mais dans l'idée, la plupart des frameworks que vous avez trouvés de ce genre de choses vont à peu près découper les choses dans ce sens-là. Vous pouvez imaginer un endroit où vous allez entreposer votre donnée. Là, il y a une façon un peu particulière de le faire, mais l'idée c'est, vous savez où est-ce que votre donnée est située, vous mettez votre documentation autre part, si quelqu'un vient derrière vérifier votre projet, essayer de le dire, vous pouvez gérer ça comme ça. Les modèles, les notebooks dans un cas assez particulier, dans une case à part, un peu comme le reste. C'est quelque chose qui va être très dynamique dans le temps, c'est-à-dire qu'un notebook, vous allez souvent le jeter au bout de 6 mois, vous n'allez plus tout utiliser le notebook là. Donc en fait, ce que vous allez garder entre tous vos projets, c'est la partie code source ici. Et donc c'est faire un module. Par exemple, en Python, ça va être faire un module Python et essayer de capitaliser là-dessus. Et donc à ce moment-là, vous pouvez aussi imaginer de le décliner en autant de projets que vous aurez. Vous avez mis quelques exemples. Moi, j'utilise assez souvent Julia comme Dr. Watson, mais il y en a en Python. Il y a Quarto aussi qui est intéressant, qui permet aussi de publier directement vos résultats et vos sites web quand vous avez fait votre opération de R&D, par exemple, ou de recherche tout court même.
Et donc en fait, à la fin de tout ça, vous avez un projet. Au lieu d'avoir un script, un fichier avec 6 000 lignes de code que personne ne va jamais lire, vous avez un truc, en tout cas, où dans votre script, vous avez vraiment tout ce qui vous intéresse. Si ça se passe pas trop mal. Et donc ça va nous permettre d'arriver sur la partie d'industrialisation. Et l'idée de ça, c'est il va falloir qu'on arrive maintenant avec ce prototype qu'on avait avant, ce projet, il va falloir qu'on passe à l'échelle, il va falloir qu'on va avoir des sujets de performance, on va avoir des sujets de est-ce que ça va être robuste à beaucoup d'utilisateurs en même temps, est-ce que c'est long à calculer, etc. Toutes ces questions qu'on ne s'est pas trop posées avant. Je sais pas, par exemple, si votre algorithme met plus d'une seconde à tourner pour une requête, si vous en avez des millions à l'heure, vous allez déjà savoir que vous n'allez pas faire le temps réel. Donc, soit vous allez régler ça autrement, soit pas. Mais souvent, c'est bien de se rendre compte avant d'y aller. Donc, dans la partie formulation mathématique, ça déjà, à ce moment-là, c'est intéressant de se rendre compte de ce genre d'ordre de grandeur, par exemple. Donc, on va voir ce genre de sujet-là. Et votre produit va s'inscrire dans le temps, donc forcément, vous avez besoin que ce soit maintenable, que ça évolue, etc. Donc dans l'idée, un peu la factorisation, qui est un peu une brique importante de l'industrialisation, c'est de réussir à faire des groupes de choses et de séparer les rôles, les exécutions, les responsabilités de vos différents composants de code pour interagir ensemble. Donc là, c'est un petit exemple que j'avais pris juste comme ça, c'est histoire de vous figurer ce que ça peut représenter la modularisation. Et on peut s'imaginer qu'on a un peu du spaghetti à gauche, on a un peu tout qui se jette dans toutes vos fonctions, etc., et que c'est un peu la foire. Et il va falloir essayer de ranger les choses ensemble, de créer des modules qui ont leur responsabilité à elles. On va rentrer un peu plus dans le détail juste après. Et de commencer à réfléchir à des interfaces, des bouts de programme qui vont permettre à ce que vos différents modules communiquent entre eux. Donc, on va pouvoir créer des sortes de contrats. Ok, ce module-là, il gère la donnée, par exemple. Il va falloir qu'il arrive à discuter avec tous les autres services de manière à ce que ce soit maintenable, que tout le monde puisse en servir et que tout le monde puisse travailler dessus. Dans le cadre de la data science, ça peut clairement être des modèles. Si vous arrivez à faire une interface un peu unifiée pour tous vos modèles, c'est quand même assez agréable de se retrouver avec ce genre de choses. Et je vais vous donner aussi l'exemple tout à l'heure de faire des batchs. Faire des découpes de la donnée, c'est le genre d'exemple qui peut être intéressant d'unifier, parce que si vous avez une approche script, et à chaque fois que vous batchez, à chaque fois que vous avez besoin d'un nouveau modèle, ça va commencer à devenir lourd et compliqué. Mais dans le cas où vous avez un peu généralisé votre truc, vous avez besoin de faire qu'une seule fois, et en plus vous pouvez l'optimiser. Bon, on voit rien du tout, mais dans l'idée, c'est d'éviter de se répéter, de créer des objets, des modules, etc. Forcément, les gens qui sont très à l'aise avec la structuration de code, etc., vous allez vous ennuyer, je suis désolé d'avance. Mais par exemple, on peut avoir l'idée à gauche où on a un script qui nous fait rentrer dans une valeur d'un data frame, d'une sorte de table de données, différentes valeurs, etc., qu'on vient empiler les unes après les autres. Le tableau de gauche, pour essayer de le passer dans un produit, là, comme ça ne passera pas. Je pense qu'on ne peut pas faire une merge request avec ce genre d'information. Alors qu'à droite, on a un data processor. Donc on a réfléchi à une sorte d'objet qui va contenir notre donnée et qui va faire des actions sur notre donnée. Donc en fait, à ce moment-là, on va avoir mis dans un seul endroit toutes nos fonctions qui vont opérer sur notre donnée. C'est un exemple, c'est pas idéal. Là-dessus, on pourrait venir dire qu'on n'est pas de chaîne de caractères en dur dans ce genre de choses, ce qui serait tout à fait juste, mais voilà, c'est une sorte de se rendre compte. C'est un peu vers ça qu'on va essayer d'aller, c'est un peu vers la structuration. Est-ce que ça vous parle solide? À moins que ça parle à qui solide? Ok. Solide, c'est une façon de découper son projet, enfin c'est une façon de, c'est une façon d'envisager en fait son projet d'informatique dans le développement pour essayer de faire en sorte de respecter des principes, on va dire. C'est un peu bizarre, on va essayer de respecter des principes pour se faire en sorte qu'on ne soit pas un jour dans la sauce parce qu'on s'est un peu emmêlé les pinceaux. L'idée de Solid, c'est orienté sur la programmation orientée objet. Et ça tient en compte ces 5 principes-là. C'est pas très visible.
L'idée, c'est que la single responsibility, on va avoir une fonction, une méthode. L'idée, c'est qu'elle n'ait qu'une seule raison d'être. Donc là, par exemple, j'avais mon data processeur avant, il ne fait que du processing de la donnée, que dans un cas très particulier, qui est par exemple en amont de mon traitement, des choses comme ça. En tout cas, il a un rôle très très conscrit. Il ne faut pas qu'il se retrouve à faire trop de choses. On va avoir l'idée aussi de l'open close. C'est que quand vous développez un objet, vous essayez de faire en sorte de ne pas avoir besoin d'y retourner plus tard. Si vous pouvez le modifier à droite à gauche un peu tout le temps, bah, si vous avez commencé à faire une hiérarchie d'objets avec des enfants, etc., tout ça, bah, si vous modifiez une classe par an, ça va commencer à devenir compliqué de maintenir dans votre projet. Et souvent, vous allez allonger beaucoup vos temps de développement et vos techniques. Voilà, on a un peu l'exemple aussi d'une classe qui doit être interchangeable, c'est-à-dire que si vous avez fait une classe rectangle et une classe carrée, la classe carrée est la fille de la classe rectangle, bah, il faut que vous puissiez utiliser la classe rectangle pour instancier votre carré. C'est con, on va dire comme ça, mais il faut que dans votre programme, ça ne change pas fondamentalement comment votre programme fonctionne. Donc il faut qu'il y ait une logique derrière comment vous vous découpez et vous hiérarchisez. On a aussi du coup la partie des interfaces ségrégation, c'est qu'on essaie d'avoir des interfaces un peu spécifiques pour certains sujets. On peut imaginer par exemple une interface pour manipuler, pour faire des opérations avec Panda, une autre pour faire des opérations avec un autre outil de traitement de données, etc. Et on va avoir enfin la dependency inversion, c'est le fait que ça doit être le spécifique qui doit s'adapter, enfin comment dire, que le spécifique doit s'adapter à l'abstrait et pas l'inverse. Vous n'avez pas modifié votre classe abstraite quand vous allez créer une classe fille. Ouais, c'est peut-être un peu trop... mais bon, si vous me suivez un peu là-dessus, très bien. Et donc dans l'idée, derrière ça, on a une vision. Je pense que c'est pas forcément une nécessité appliquée, mais je pense que c'est bien de se rendre compte quand on fait un projet. C'est qu'on fait des groupes, et quand on fait des groupes, on peut imaginer déjà un peu quelque chose dans une architecture. C'est une façon de découper, il y en a d'autres, mais je pense que quand on développe un projet et qu'on n'est pas trop à l'aise, c'est intéressant de se rendre compte comment on peut découper les choses. Pas beaucoup de temps, mais avoir conscience quand on réalise notre projet. L'idée, ce que je trouve intéressant avec cette présentation, c'est qu'au milieu, on a le cœur, donc nos entités, et des fois, dans certaines implémentations web, on confond un peu l'entité avec notre schéma de base de données. Et c'est pas la même chose. On peut se retrouver à assembler un peu les passants entre les deux. On a vraiment l'entité, nos classes propres pour opérer qui sont au centre. Et notre base de données, notre interface va se trouver complètement à l'extérieur, sur la partie framework et driver. L'idée, c'est que si jamais demain vous avez besoin de shooter une technologie, bah, en fait, vous branchez pour brancher une autre. Ce serait quand même beaucoup plus facile à faire que si jamais c'est en plein milieu de votre cercle. Et là, c'est tout le projet qui va sauter, quoi. Ça va être tout de suite migration V1 vers V2. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de sujet. C'est pas souvent très marrant. Donc, je vous parlais très rapidement de comment on peut faire pour aussi imaginer d'autres paquets qu'on peut faire et structurer notre code. Moi, ce que je trouve intéressant comme ressource, c'est la ressource qui s'appelle Refactoring Guru. Je ne sais pas si vous avez connaissance de ce site-là. Parce qu'en fait, souvent, quand on développe, on n'est pas le premier à développer quelque chose. Il y a d'autres développeurs qui ont listé avant nous. Et l'intérêt de tout ça, c'est que comme ces structures, elles existent déjà, et ces besoins existent déjà, mais en fait, il existe déjà énormément de patterns que vous pouvez réutiliser. Donc si vous êtes face à un problème, ma classe elle fait 300 lignes, ça va être un problème. Bah, je peux essayer de regarder, peut-être que je peux la découper autrement, peut-être que je peux la rendre plus maintenable, ça ressemble à quoi? Je vais sur le site Refactoring Guru, je regarde à quoi ça ressemble. Vous n'avez même pas besoin de retenir particulièrement comment ça marche, juste c'est une sorte de dictionnaire, quoi. Ça peut être très utile. Si vous avez besoin si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'architecture et que vous voulez juste utiliser quelque chose qui fonctionne un petit peu, qui est maintenable, ça va très bien fonctionner. Donc par exemple, on a l'exemple qui est l'adaptateur. L'adaptateur, c'est, on s'imagine assez facilement, j'ai ma donnée au format XML, j'ai besoin d'un convertir en JSON, je vais passer par une classe à part, qui va faire l'interface entre les deux. Voilà. Ça fait partie des quelques patterns qui sont référencés sur Refactoring Guru. C'est bête à dire comme ça, mais Refactoring Guru va vous donner aussi des exemples dans le langage que vous utilisez. Un exemple en Python, par exemple, ou des choses comme ça.
Et donc on peut se retrouver avec des sujets un peu plus compliqués, comme par exemple le factory. Le factory, c'est une façon de construire des objets à partir de paramètres. Et ces objets ils se ressemblent, mais ce n'est pas les mêmes. Donc on va se retrouver, par exemple, j'ai des transports, j'ai une logistique maritime et une logistique terrestre. Je n'ai pas les mêmes véhicules, il y en a qui ont des roues qui vont rouler à une certaine vitesse, peut-être les mesures c'est pas les mêmes. De l'autre côté, je vais avoir des bateaux, ils ne fonctionnent pas de la même manière, je vais peut-être pas avoir les mêmes mesures, je n'ai pas le même contexte aussi opérationnel. Donc je vais peut-être essayer de réussir à faire le lien entre les deux plutôt que de créer deux mondes parallèles dans mon code et qui ne se rencontreront jamais. Donc on a un peu cette façon de faire. Si je faisais pas ça et que j'essayais d'avoir les deux, mon code serait immense, il ferait un code de 3000 lignes à peu près. Ça peut assez facilement vous attaquer là-dessus. Et donc en fait, derrière, on peut traiter que du transport dans le genre. Un dernier pour la route, c'était les itérateurs. Si vous faites de la data, vous pouvez vous retrouver à traiter un peu genre des arbres et vous avez besoin de vous balader sur votre donnée. C'est des façons de se balader sur sa donnée sans avoir besoin de la lire. C'est intéressant à aller gratter sur des sujets, sur des sujets d'IA. Et il y a quelque chose qui sont assez intéressants dans Factory Guru, si vous vous donnez des codes SMAIL, c'est ce que votre code il sont mauvais ou pas. Donc à partir de ce moment-là, on peut s'imaginer que développeur, si votre code il fait 6000 lignes, un fichier fait 6000 lignes, ça ne sent pas très bon pour vous. Ça va être pareil pour si jamais vous avez mal utilisé vos objets, vos objets de présentation abuser, vous allez pouvoir vous repérer là-dessus aussi. Je vous donne des exemples aussi pour si vous êtes couplé de mécanismes ensemble et que vous ne pouvez plus changer votre objet. Donc voilà, il va y avoir pas mal de choses qui vont tourner un peu autour de ça. Je vous laisserai un peu regarder un peu ce qui peut se passer derrière ça. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est que l'idée, ça va être bien séparer en composants, c'est structuré, il y a des outils qui peuvent vous aider pour faire ça. L'idée, c'est que quand vous vous trouvez en fait, à prototyper, vous ne vous retrouvez pas coincé parce que vous ne pourrez jamais passer en développement parce que votre prototype n'arrive pas à passer. Je ne sais pas super clair ce que je veux dire, je suis désolé. Si c'est structuré, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à pouvoir communiquer avec des développeurs qui ne sont pas du tout à l'aise avec votre sujet. Et de la même manière, si vous êtes développeur et que vous travaillez avec un data scientist, l'accompagner sur ce genre de dynamique, ça va être précieux pour votre temps et pour le temps un peu de tout le monde. Et ça lui permet aussi d'avoir conscience des enjeux de l'industrialisation en général et de la structuration de code. On parlait d'algorithmie tout à l'heure, mais si vous devez faire beaucoup de ping-pong avec l'équipe de recherche et l'équipe de développement, ça peut se retrouver à s'éterniser et ça peut rendre des choses un peu complexes. Parce que de toute façon, ça va être l'équipe de recherche qui va vous demander de réaliser quelque chose de telle manière. Et donc, s'il y a ping-pong un peu infini entre les deux, le projet n'y arrivera jamais à ce niveau. Donc voilà, on peut se retrouver en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a réussi à créer quelque chose de modulable, on va pouvoir entrer dans les sujets de performance, d'optimisation, etc. Et quand on fait du code, souvent en IA, on se retrouve confronté à la big data. Si on en a déjà fait, vous vous rendez compte très vite que la plupart des packages que vous utilisez, les librairies de ce que vous utilisez ne scalent pas du tout. Quand vous faites du Panda, si vous dépassez une certaine taille, Panda va falloir oublier. Pareil, si sur d'autres sujets, vous êtes contraint par votre taille de mémoire de RAM. Si vous l'avez dépassé, vous plantez votre programme la plupart du temps. Donc il va falloir réfléchir à d'autres façons de faire. Et ces d'autres façons de faire ont un coût de réalisation. Donc tout ça, c'est intéressant aussi, si on a bien compartimenté, on va pouvoir juguler tous ces sujets-là. Ce qui n'est pas possible si on est juste sur un script. Je veux juste rajouter aussi quelque chose, ça va être intéressant aussi d'avoir une notion de code study quand on est plus dans la partie recherche, etc., voire dans la partie un peu ingénierie. Des fois, on n'a peut-être pas trop l'habitude d'utiliser une nomenclature, de nommer les choses de cette manière, etc. On ne se rend pas forcément compte, mais ça a beaucoup d'impact sur la vitesse du développement. Ce qui peut être très intéressant, par exemple, c'est de faire en sorte que vos fonctions sont des actions, donc elles peuvent commencer par un verbe. C'est un exemple, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, mais l'idée c'est d'avoir un peu ce genre de réfléchir à ce genre de choses, pour essayer de voir si on peut structurer les choses correctement. Ce qui est très pratique, c'est que la plupart du temps, sur
des façons de faire de la standardisation de code et essayer de s'y retrouver. Tous les packages existent autour de ça. Il n'y a quasiment pas grand chose à faire. Et puis les règles existent aussi. Vous allez sur Ruf, vous allez trouver toutes les règles de Python que vous pouvez activer ou désactiver sur des sujets particuliers, parce que vous voulez qu'on vous demande de taper ou pas, etc. L'idée, évidemment, c'est de ne pas se retrouver dans le trou d'abstraction. Il y a un principe qui s'appelle KISS qui dit Keep it simple. L'idée, c'est qu'il ne faut pas faire d'abstraction juste pour faire de l'abstraction, c'est une fin en soi. L'idée, c'est d'essayer juste de créer le jeu suffisant entre la chose auquel vous êtes en train de vous menotter et le reste. Si vous êtes en train d'intégrer un Panda dans tout votre projet, un peu partout à droite à gauche, et que vous en avez absolument partout, vous avez import Panda SPD dans 90% de vos fichiers, peut-être que ce ne sont pas bons. Peut-être qu'il va falloir essayer de réfléchir autrement, avoir quelque chose qui fait le lien entre les deux. Donc ça peut être ce genre de choses, sans pour autant aller jusqu'à réimplémenter toutes les fonctions Panda, évidemment. Donc enfin, on a l'intérêt de tout ça. Ça nous permet de venir adresser des sujets de data IA. Est-ce que vous êtes à l'aise un peu avec l'écosystème de l'IA en général? Est-ce que vous et les autres écosystèmes aussi? Parce qu'il y a un peu une différence entre les deux, c'est que l'écosystème de l'IA, c'est un peu très fragmenté. Soit vous prenez un logiciel et c'est une usine à gaz, c'est-à-dire qu'il fait tout. En fait, il vous contraint à respecter sa façon de faire et si vous voulez le dépasser, vous ne pouvez pas. Donc ça va vous demander énormément de développement, d'essayer de changer, modifier l'usine à gaz. Ça arrive très souvent dans les logiciels de MLOps. Tout ce qui est sur quelle infrastructure je fais tourner mon AWS, par exemple. Voilà, il y a des usines à gaz, si vous voulez faire différemment, ça va devenir très compliqué. Et à l'inverse, vous pouvez prendre là juste la brique qu'il vous faut, mais il faut la vue à côté, et donc il faut réussir à l'interopérer avec plein d'autres choses. Et ça vous fait une constellation de solutions dans votre projet, donc ça va devenir très compliqué pour vous. Donc c'est d'autant plus important de réussir à, je pense, bien modulariser et en tout cas avoir cette compréhension-là pour essayer de juguler tous vos problèmes que vous risquez d'avoir avec votre implémentation, etc. Il y a énormément de projets qui ne passent pas de la R&D parce que ça se casse la figure dans l'effort de développement. On n'arrive pas à comprendre ce que les chercheurs essaient de réaliser, ou alors ça ne se scale pas, c'est-à-dire que en fait, c'est dans un monde idéal, mais en partant du principe que le calcul dure 1 milliseconde, parce qu'en réalité il va durer 3 heures, donc vous n'allez pas pouvoir répondre à vos clients. Donc ça va être pas mal de choses autour de ça. Se rendre compte un peu de tout ça et commencer à découper, ça vous permet du coup d'adresser des sujets très spécifiques, et d'ailleurs vous allez pouvoir optimiser votre code, vous allez pouvoir gérer du parallélisme. Le parallélisme, c'est. Est-ce que ça vous parle un peu de ce sujet de concurrence, parallélisme, tout ça? Oui. Non? Non, c'est pas. Oui. Je ne sais pas. Donc, par exemple, on va pouvoir un peu adresser tous ces sujets. Il y a la partie compilation, il y a des logiciels qui vous permettent de faire de la just-in-time compilation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais qui vont deviner plutôt que faire comme Python et l'interpréter ligne par ligne. Ce sont des langages, par exemple, Julia en fait partie, où ils vont lire votre fonction et essayer de la compiler au moment où vous envoyez de la donnée dedans, ce qui va vous rendre votre truc très très optimal pour les calculs, par exemple. Donc le Julia, par exemple, c'est un langage qui essaie de régler ce problème de double langage. On a d'un côté des performances qui se rapprochent du C, et de l'autre côté quelque chose de plus agréable que de vivre le C dans son quotidien. Et donc, à la fin de tout ça, on espère avoir un produit qu'on va pouvoir emmener, et voilà. J'ai mis quelques ressources à la fin, si vous voulez un peu regarder 2-3 choses. Un petit tips pour quasiment tout, c'est que vous pouvez taper Awesome quelque chose, et vous allez avoir une liste de projets, ressources pédagogiques, livres, etc., podcasts des fois, autour de ce sujet-là. C'est un peu le cheat code pour en apprendre plus sur un sujet. Ça marche avec beaucoup de choses dans la taille, donc il ne faut pas hésiter. Et surtout, si vous voulez apprendre un langage de programmation, je vous conseille d'utiliser Exerciflow, qui est un site internet sur lequel vous avez un éditeur de code en ligne. Vous allez pouvoir suivre un chemin, genre apprendre le Python, et vous allez pouvoir être mentoré aussi sur ce site-là, et tout est gratuit.
Voilà, c'est important. Et dès que vous allez faire votre exercice, vous allez comparer aussi la réduction de votre exercice aux autres. Et ça, je trouve que c'est un super bon site pour ça. Et notamment, vous allez voir du mentoring, donc des gens qui vont vous conseiller d'aborder votre question différemment. Et voilà, c'est terminé, j'ai mis le QR code à la fin. Mais on peut mettre une page de QR code dans la description. Merci. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui. Le troisième lien, en partant de la fin, c'est pour KISS, c'est Keep It Simple, Stupid, c'est juste, j'avais parlé de cette notion-là. Donc en fait, c'est le lien vers, c'est pas plus que la ressource sur laquelle vous pouvez trouver un peu plus d'informations là-dessus, quoi. Okay. C'est vraiment pas plus que ça. Et puis c'est pas grand-chose, c'est vraiment l'idée de... Merci. J'ai eu un peu de mal à avoir dans un projet de recherche et de développement. Est-ce que vous auriez un exemple simple d'un projet qui n'a pas fonctionné à cause du problème de double langage en gros entre le... Bah, je peux donner un exemple assez concret plutôt d'algorithmes qui ne passent pas dans le développement, dans la charge. Donc c'est assez spécifique. Mais par exemple, si vous souhaitez faire un k-mean, c'est une méthode de clustering qui va vous permettre de faire des groupes dans votre data. Je vais essayer d'aller au plus simple, mais ça permet de faire des groupes, de rassembler ce qui se ressemble, et derrière, vous allez avoir un modèle qui va, sur la nouvelle donnée, pouvoir le ranger dans un groupe qui lui correspond. Bah, le k-mean, initialement, il faut remplir, il faut qu'il tienne dans sa totalité en panne. Donc, si vous avez beaucoup de données, comme il y a une pondération sur la taille totale de votre donnée, bah, le k-mean tel quel, il ne rentrera pas. Donc, vous ne pourrez pas le faire tourner si vous avez, je sais pas, un téra de données, ça ne marchera pas. Donc il va falloir trouver d'autres stratégies. Donc c'est plus un peu à ce moment-là où, ok, est-ce que je peux paralyser mon k-mean? Est-ce que je peux réfléchir en amont à mon... donc ma formulation mathématique c'est quelque chose, mais dans mon algorithme, est-ce que je peux essayer de le découper différemment et de faire en sorte que ça passe? Donc en gros, la recherche va dire vers la k-mean, et en fait le développement va se dire, bah non, il y a un problème parce qu'il y a trop de données, et dans le développement ça fonctionne pas. C'est un peu ça. Dans l'idée, oui, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Ouais. Mais c'est vraiment l'histoire de venir montrer un peu cette dynamique. Je ne suis pas rentré trop dans le détail très spécifiquement de ces briques-là. Parce que voilà, c'est vraiment l'histoire que pour des personnes qui ne connaissent pas ces échanges-là, ces milieux-là, et qui aimeraient bien se rapprocher un peu de ça, notamment dans le cadre du hackathon, que ce soit un peu perceptible quoi, ce qui se passe. Okay. Merci. Et par exemple, nous, dans le sujet chez XRIA, on essaye de se rapprocher du temps réel. Donc à ce moment-là, nous on travaille sur des grosses volumétries, bah, c'est incompatible, les grosses volumétries au temps réel. Donc comment on essaie de se rapprocher de là, comment on essaie de faire très rapidement nos traitements et qu'est-ce qu'on peut accepter ou pas sur certains traitements, est-ce qu'on est obligé de les approximer? Donc pareil, les approximer, il faut que ce soit mathématiquement viable, sinon ça ne sert à rien de faire de l'approximation. Donc on est obligé de travailler avec l'équipe de recherche. Et donc, il y a une synergie à essayer de trouver, et il faut que chacun des deux groupes s'intéresse un peu à ce que fait l'autre. Si personne ne s'intéresse à l'autre, on a du mal à progresser sur le sujet. Je suis surpris que ce soit aussi cloisonné. Bah, c'est un peu. Alors, effectivement, ça peut être un peu plus l'expérience que j'ai pu avoir sur un sujet. Je suis jeune, donc j'ai fait une expérience, c'est pour la manière plus importante, mais de ce que j'ai pu entrevoir, des fois, le développement peut rebuter des docteurs, par exemple. C'est un sujet, ça peut être compliqué, en tout cas, c'est pas l'endroit qui les intéresse, ce qui est tout à fait compréhensible, je pense que c'est tout à fait normal, mais ça veut dire aussi que c'est intéressant, je pense, de créer du contact un peu entre les deux pour justement essayer de créer ces échanges-là et de faciliter un peu tout ça. Je veux dire que ici la partie problématique du k-mean, juste pour comprendre en quoi ça. Enfin, l'influence c'est sur la partie entraînement du k-mean. Alors, c'est un exemple, par exemple, si vous faites un k-mean et qu'il faut le faire sur trop de données, ça ne rentrera pas dans la RAM. Et de votre k-mean, souvent il y a besoin de travailler sur la RAM. Si vous utilisez une librairie genre scikit-learn ou des choses comme ça.
Et ce qui va se passer, c'est que si ça ne rentre pas, soit ça va casser, soit vous allez essayer de le déporter sur le disque, et à ce moment-là, vous allez avoir un autre problème, c'est la vitesse. Vous pouvez patienter énormément de temps avant que votre camion se termine. Donc, une façon de le faire, c'est faire en sorte de prendre un bout de votre donnée, le mettre dans la rame, faire le calcul du camion dessus, de sortir et d'en prendre un autre bout. Donc, faire un peu ce jeu-là. Mais il faut être capable du coup de paralyser le camion, de le rendre capable de travailler. C'est ce qu'on appelle la out-of-core computing, c'est comment on calcule en dehors des ressources qu'on a à notre disposition pour faire notre algorithme. Ça rentre pas, comment on fait? Voilà. C'est l'inférence Camille, mais sur beaucoup de données. Non, c'est l'entraînement. L'inférence, effectivement, pendant j'ai pas compris la question. L'inférence, souvent, c'est beaucoup moins un problème. On peut travailler littéralement sur l'inférence, mais c'est sur la partie entraînement. Mais il existe, vous avez trouvé un papier qui vous dit comment paralyser un planning, et il y a des gens qui ont affiché ce genre de questions. C'est juste qu'il faut en avoir un peu connaissance aussi. C'est intéressant, ça permet de créer un peu du lien dans tout ça, et puis ça vous permet de vous rendre compte aussi si ça va être faisable ou pas. Parce qu'à la fin, vous avez un produit, et donc vous voulez, je sais pas moi, servir 1 million de clients, vous allez faire des calculs de dimension, 1 million de clients pour tant de vitesse d'opération, etc. Sur votre infrastructure, est-ce que ça va tenir ou pas? Déjà, vous allez pouvoir vous en rendre compte si c'est réalisable ou pas en amont. Désolé, mais ça m'intéresse. Pardon. Le Camille, là, vous dites, on peut faire des sortes de batch, en fait, mais en fait, l'idée, c'est de prendre les données de façon intelligente, entre guillemets, pour qu'on ait quand même une approximation de ce qu'on aurait pu avoir si on avait toutes les données possibles. Et là, en fait, on simplifie le modèle en prenant moins de données, mais on essaie que ça passe le meilleur résultat possible. Moi, l'implémentation du Camille que j'avais vue, et en fait, j'avais développé cette implémentation-là dans Julia pour faire ce Camille-là parallèle. Il prenait un batch de données, il faisait le calcul dessus. Il calculait, normalement, en Camille, on est capable de se rendre compte de l'inertie, donc voir s'ils sont en train de bouger ou pas. Et en fin de compte, on fait suffisamment de données jusqu'au moment où ça ne bouge plus vraiment. Donc en fait, c'est une façon de régler le problème. Quand ça ne bouge plus, c'est statique. On va dire que le modèle converge, il est un peu comme dans le deep learning, il ne se passe plus grand chose, donc on peut se dire qu'on s'arrête là. On a réussi à bien affiner notre camine et ça se trouve, on n'a même pas vu toute la donnée. Tout le monde est content. Voilà, donc c'est une façon c'est de l'implémentation que j'avais rencontrée. D'autres questions? Bon, merci beaucoup.